Donc, Vincent Gautret, directeur du CRDP. Merci d'être présent pour cette première, ce qu'on appelle une matinée de la justice. Des matinées de la justice, en fait, c'est un des 7 cycles du CRDP, où, en l'occurrence, on aime, au-delà de l'horaire, là, qui se situe effectivement autour du midi, au-delà de l'horaire, c'est qu'on aime faire confronter des perspectives. Donc, comme vous le verrez, je vais en dire quelques mots. Il y aura d'abord le professeur Bertrand Lavoie, de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, qui va dire quelques mots, et ce à quoi professeur Nathalie Gaucher va intervenir avec une perspective tout autre, une perspective plus médicale. Alors, donc ces matinées, donc, en premier lieu, offrent cette double perspective lors d'une intervention principale qui, Bertrand, je pense, on avait parlé d'une quarantaine ou 45 minutes, si ça convient, ce à quoi Nathalie Gaucher interviendra avec le temps qu'elle requiert. Généralement, ça va entre 10 et 15 ou 20 minutes, là, dépendamment de vos réactions. Et normalement, ça devrait laisser pas mal de temps à la belle audience. Là, j'ai vu certains des membres, de personnes qui originent d'ordre professionnel tout à fait variés. Donc, ça laissera une bonne demi-heure, je dirais, ou une petite demi-heure de discussion avec l'audience. Avant de présenter Bertrand et Nathalie, je voudrais d'ores et déjà y arriver avec des petites modalités pratiques. Je vais aller très rapidement. Alors d'abord, vous dire que, comme à l'habitude, ou presque toujours, en fait, nos formations sont sujettes à de la formation continue. Je vais, à cet égard-là, vers la fin de la présentation, vous donner un mot de passe. Pour la formation continue, je vous rappelle qu'on doit forcément passer par l'ARA, par le système LARA, et on vous donne un mot de passe, et puis vous avez 2 possibilités de répondre. Et normalement, le lendemain, je pense, les attestations vous sont adressées. En termes de modalités aussi, comme je le disais, je vous demanderai si c'est possible d'éteindre vos micros, en tout cas ceux qui ne parlent pas. Je parle au-delà de Nathalie Gaucher et Bertrand Lavoie. Sinon, on est capable de le faire, mais ça nous arrangerait que vous le fassiez. Et également, en termes de modalités, comme vous l'avez peut-être vu, on enregistre les présentations. En tout cas, les présentations formelles. Donc, on va enregistrer Bertrand et Nathalie sous réserve de leur accord, évidemment. Et ces enregistrements donnent lieu après une diffusion sur notre site. La période des questions n'est pas enregistrée, donc sentez-vous à l'aise de poser les questions et de donner les réponses que bon vous semble. Alors voilà sur les petites modalités plus techniques. Quelques mots, même si l'information était disponible sur la page du centre, très rapidement, vous présentez vitement Bertrand et Nathalie Gaucher. Alors Bertrand, que l'on connaît bien au centre parce qu'il a été à la fac de droit à l'Université de Montréal et notamment été à plusieurs bourses, mais notamment, je me souviens, de la bourse Gold. C'est un chercheur collaborateur au CRDP également, mais Bertrand est professeur adjoint à la faculté de droit de Sherbrooke, où il enseigne différents cours liés au droit à la liberté de religion, au droit à l'égalité, au pluralisme des valeurs, donc autant de notions qui sont particulièrement pertinentes dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui. Il est chercheur régulier au Centre de recherche Société, droit et religion de Sherbrooke, chercheur associé au Centre de recherche au CHU Sainte-Justine et membre du Conseil interculturel de Montréal. Donc, merci. Ce n'est pas la première fois qu'on te sollicite, Bertrand. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Et docteur Nathalie Gaucher, donc, qui sera la répondante, merci infiniment de vous être rendue disponible. Donc, Nathalie est urgentiste pédiatre au CHU Sainte-Justine, clinicienne chercheur des fonds de recherche du Québec en santé, professeure agrégée de clinique à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Parmi autres choses, elle est membre du bureau de l'éthique clinique à la faculté de médecine, toujours de l'UDM, où elle est responsable d'enseignement de l'éthique auprès des étudiants postdoctoraux en médecine. Donc, ses intérêts de recherche, au-delà de ses travaux pratiques, cliniques, ses intérêts de recherche portent sur la pédagogie de l'éthique clinique, les enjeux éthiques de la pratique et de la médecine d'urgence, et sur le partenariat de soins dans des situations complexes en
en pédiatrie. Donc, merci beaucoup Bertrand Lavoie, merci beaucoup Nathalie Gaucher. Sans plus tarder, je vais donner la parole donc à Bertrand pour une quarantaine de minutes, 45 minutes à sa convenance, comme convenu. Merci encore. On vient de le mentionner, Vincent, donc c'est pour moi, j'ai un petit sentiment de revenir un peu au CRDP après plusieurs années. Donc, j'y étais, je ne compte plus le nombre d'années, mais bon, j'ai terminé mes études doctorales en 2017 là, à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Donc, je suis bien content d'y retourner pour vous présenter aujourd'hui les résultats d'une recherche, puis en même temps d'ouvrir une discussion sur le pluralisme des valeurs dans un contexte d'urgence, donc dans le contexte de l'hôpital. Mais je pense que ça va nous donner aussi l'occasion de réfléchir de manière un peu plus large à la question des différences, à la question du vivre ensemble. Donc, on en parle beaucoup dans les dernières années. La législation a évolué à ce sujet, notamment en matière de laïcité, de liberté de religion. Et je suis d'autant plus heureux de faire cette présentation que je suis accompagné de Dr Gaucher. Donc, Nathalie et moi, ça fait bientôt 3 ans qu'on travaille ensemble sur différents projets. Et c'est vrai que grâce à elle, j'ai découvert d'une certaine manière la réalité clinique, la réalité pratique dans un hôpital et donc qui apporte toutes sortes de réflexions parce que souvent on est en droit, on est très préoccupé et avec raison à ce qu'on appelle le droit écrit, mais lorsqu'on met les pieds dans une salle d'urgence ou dans un hôpital, on se confronte avec ce que certains théoriciens du droit appellent le droit vivant. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, Nathalie et moi, énormément. On a des parcours différents également. Donc, moi, j'ai une formation qui est pluridisciplinaire. J'aime bien faire de la recherche interdisciplinaire. Je suis de ceux qui participent, on aime bien le penser, à de nouvelles avenues de recherche en droit, notamment concernant la place de l'empirie en droit. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je suis formé en sociologie, en pédagogie, en droit et en éthique clinique. Donc, je suis vraiment un parcours pluridisciplinaire. Et je vais laisser Nathalie par la suite se présenter, qui a une formation en médecine et en éthique clinique. Donc, ce qu'on va faire, donc, moi, j'avais prévu 40 minutes, donc on est déjà avancé dans notre midi, donc je vais essayer de laisser le plus de temps possible à la discussion. Nathalie, on avait prévu une vingtaine de minutes, ce qui nous donnerait idéalement une trentaine de minutes pour la discussion. Je vais essayer de synthétiser là, ce que je veux présenter. Dans un premier temps, je vais parler du contexte juridique. Ensuite, la méthodologie de l'étude que je présente. Ensuite, les résultats et une discussion qui va ouvrir la réflexion et qui va mettre la table d'une certaine manière pour ce que Nathalie va par la suite nous présenter, c'est-à-dire l'enseignement du pluralisme des valeurs en médecine et la réalité quotidienne d'une salle d'urgence qui, comme vous en doutez, a changé dans la dernière année et demie. Là, on va en parler aussi du contexte COVID. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, des commentaires, on va essayer de garder ça au maximum vers la fin pour qu'on puisse avoir le plus de temps possible. Donc, contexte juridique. Donc, aujourd'hui, je vais parler donc liberté de conscience et de religion et droit à l'égalité. Donc, on est là-dedans. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans cette recherche-là, c'est ce qu'on a appelé les accommodements raisonnables. Donc, j'ai été très marqué dans les dernières années, ça fait une quinzaine d'années qu'on parle de ça au Québec, la notion d'accommodement raisonnable, de la place du vivre ensemble, de comment est-ce qu'on fait pour accommoder des différences culturelles, des différences religieuses. Et j'ai essayé de voir dans quel terrain de recherche on pourrait étudier ces demandes d'accommodement-là d'une autre façon. Et j'ai choisi les salles d'urgence. Donc, je vais vous en parler dans quelques instants. Donc, peut-être quelques mots de rappel. On est en droit québécois. Donc, l'étude qui a été faite, que j'ai menée, a été faite avec 4 salles d'urgence dans 4 établissements au Québec.
Donc, la liberté de conscience et de religion est protégée, donc c'est un droit constitutionnel, donc protégé par les chartes. Dans le milieu hospitalier, on parle principalement de la Charte québécoise. On pourrait, dans certaines occasions, je pourrais y revenir s'il y en a qui sont intéressés à l'application de la Charte canadienne, mais de manière générale, on utilise, du moins, j'ai fait aussi des entrevues avec les commissaires aux plaintes. Ils travaillent surtout avec la Charte québécoise, donc c'est un outil qui est plus flexible, plus adapté à leur réalité. La Charte québécoise prévoit un droit à la liberté de conscience, à la liberté de religion. Donc, ça l'inclut, donc selon la jurisprudence constitutionnelle, le droit de manifester ses croyances. Donc, on peut se retrouver dans une salle d'urgence avec un patient qui veut vouloir faire des rituels religieux dans la salle d'urgence, qui veut vouloir faire certaines pratiques, qui veut vouloir, par exemple, utiliser un tapis de prière, donc veut vouloir avoir des objets religieux. Donc, tout ça, c'est un droit de manifester ses croyances, c'est protégé juridiquement. Donc, se doit de protéger, de respecter ces croyances-là. Et d'autre part, c'est également protéger la liberté de religion par le droit à l'égalité. Donc, il y a une obligation d'accommodement raisonnable qui vient pour tous les prestataires de services publics, notamment le service privé, mais le service public, on est dans le cadre de l'hôpital. Donc, même si on est dans une situation d'urgence, l'infirmière, le médecin se doit de respecter cette demande-là d'accommodement raisonnable qui peut être présentée par un patient ou la famille d'un patient dans un contexte d'urgence. Donc, Simpson Sears, Multani, on a reconnu une obligation de la part de l'organisme, de la part des agents publics, ou dans le cas de Simpson Sears, c'est une entreprise privée, mais avec Multani en 2006, on a reconnu que les établissements publics avaient également une obligation d'accommodement raisonnable. Bien sûr, il y a une notion de contrainte excessive, donc qui est au cœur de ce qu'on va discuter avec la notion des urgences, c'est-à-dire qu'un prestataire de service public a une obligation d'accommodement raisonnable pour limiter, atténuer une discrimination basée sur un des motifs prohibés par les chartes, note ici la religion, mais il n'est pas tenu de répondre par l'affirmative à une demande d'accommodement raisonnable si cette demande-là représente une contrainte excessive. Donc, on sait tirer les cheveux pour savoir qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire une contrainte excessive. Il y a des documents qui ont été faits par la Commission des droits de la personne, droits de la jeunesse du Québec. Il y a eu également de la doctrine qui a été écrite pour savoir comment est-ce qu'on peut comprendre les contours d'une contrainte excessive. Ça peut représenter un coût excessif, ça peut représenter une atteinte au bon fonctionnement, ça peut représenter également une atteinte aux droits des tiers. Donc, tout ça, c'est des indices qui nous disent qu'on ne peut pas accommoder. Dans le cadre d'une salle d'urgence, ce n'est pas tant le coût excessif qui pose problème, mais c'est plutôt l'atteinte au bon fonctionnement, c'est-à-dire c'est des contraintes très pratiques. Et donc, cette idée-là d'avoir des contraintes pratiques liées au temps, liées à l'espace, liées au matériel. Donc, ça, c'est des considérations très pragmatiques qui vont cadrer le droit constitutionnel qui est lié à la liberté de religion. J'avance quelques mots, en fait, sur l'urgence. Donc, on le voit beaucoup dans la doctrine. Donc, l'urgence, c'est un peu comme un régime dérogatoire. Donc, bien sûr, il y a une personnalisation des soins qui est prévue avec la loi la L4S, l'article 3. Donc, on se doit, en tant que médecin ou infirmière, de répondre à une personnalisation des soins, de répondre à des besoins personnels. Donc, on n'intervient pas avec un groupe religieux, on intervient avec une personne, avec une famille. Mais il y a des dérogations en termes qui concernent l'urgence. Donc, juste le consentement aux soins, par exemple. Donc, le droit d'un usager par rapport à son consentement est protégé dans l'ensemble du droit de la santé, mais il y a un régime dérogatoire pour une situation d'urgence. Donc, le médecin, l'infirmière n'est pas tenu de respecter le consentement si on est dans une situation d'urgence. Même chose pour la confidentialité des dossiers de patients. En situation d'urgence, on n'est pas tenu de demander le consentement du patient pour consulter son dossier. Donc, on est vraiment dans un régime dérogatoire, ce qui fait qu'il y a quelque chose d'un peu particulier avec une situation d'urgence. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour accommoder des demandes, comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, comment est-ce qu'on fait pour répondre à des besoins des patients, alors qu'on n'a pas le temps, alors que le temps est compté, alors que ça va très vite, alors qu'il y a une situation d'urgence.
somme toute, donc, il y a une responsabilité de soigner qui est prévue à l'article 2 de la Charte québécoise, c'est-à-dire qu'on se doit de porter assistance à une personne qui en a besoin. Et cette idée-là de responsabilité de soigner m'est venue en collectant les données, mais m'est venue également en discutant à de nombreuses reprises avec Nathalie, où on a un peu contrasté les données qui avaient été récoltées. Et c'est une réflexion qui se pose en éthique clinique, c'est-à-dire la responsabilité morale qu'on a en tant que soignant de prendre soin du patient qui est en face de nous, peu importe sa différence culturelle, peu importe sa différence religieuse. Et cette idée-là d'un universel qui répond à des besoins particuliers est intéressante et m'a amené à proposer un nouveau modèle de gestion du pluralisme religieux. Donc, je vais vous en parler dans quelques instants. Donc, pourquoi les urgences? Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi les salles d'urgence? Parce qu'on a vu dans les dernières années beaucoup de débats sur les accommodements raisonnables qui étaient fondés sur l'éthique du dialogue. Donc, on se disait, si notamment dans le milieu de l'éducation, donc si on s'assoit, si on parle, si on dialogue, on va être capable de surmonter nos différences, on va être capable de s'entendre, on va être capable de trouver une solution. C'est d'ailleurs, ça fait partie d'ailleurs des conditions pour répondre à un accommodement raisonnable, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une volonté de partager de la part du demandeur, il doit y avoir une volonté de dialoguer, de s'entendre. Donc, l'éthique du dialogue est très forte là, et très présente dans cette idée-là du vivre ensemble et des accommodements. Mais je me suis demandé qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas le temps de parler? Qu'est-ce qui arrive quand on est dans une situation d'urgence? Qu'est-ce qui arrive quand on n'a pas comme on le fait souvent dans le milieu de l'éducation, c'est-à-dire qu'on va se faire plusieurs réunions, on va se parler, on va essayer de trouver une solution. En situation d'urgence, on n'a pas le temps de dialoguer, ou très peu. Donc, peut-être que le Dr Gauger va me corriger, parce qu'on a toujours, même 30 secondes, c'est quand même une fenêtre où on peut quand même parler, mais on a peu de temps en situation d'urgence. Donc, ça m'a interrogé, c'est-à-dire que je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans une salle d'urgence. Je vais aller voir comment est-ce que ces infirmières, ces médecins et d'autres membres de l'équipe en arrivent à répondre à des demandes d'accommodement alors qu'ils ont peu le temps de discuter. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est la portée universelle des salles d'urgence. Donc, il y en a partout, dans toutes les régions, sont accessibles. Là, bon, ça a changé un peu dernièrement parce qu'il y a une pénurie de personnel, mais normalement, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et au Québec et au Canada, c'est gratuit. Donc, il y a des exceptions parce qu'il y en a qui ne sont pas couverts par la RAMQ, notamment la question des réfugiés ou des personnes qui sont en situation irrégulière. Mais de manière générale, contrairement par exemple aux États-Unis, donc il y a une portée universelle des salles d'urgence. Au Québec, il y a 124 salles d'urgence et 3,4 millions de visites annuelles. Donc, c'est un laboratoire de recherche absolument phénoménal. Donc, je me suis intéressé à ce qu'on appelle la religion vécue. Donc, comment est-ce que la personne va manifester, comment est-ce qu'elle va extérioriser sa demande pour prier, pour avoir un rituel, pour avoir son objet religieux dans une salle d'urgence. Ce qui est intéressant avec une recherche comme celle que j'ai faite, je pense, c'est d'observer ce qui n'est pas répertorié. Donc, même si on regarde la littérature grise dans les hôpitaux, ce n'est pas répertorié des demandes d'accommodement. C'est très difficile d'avoir accès au dossier des patients pour des raisons de recherche. Puis même dans les notes qui sont écrites par les infirmières ou des médecins, c'est très rare qu'on va avoir des données comme il a demandé d'avoir un tapis pour prier dans la salle d'urgence. Donc, ce n'est pas forcément ces données-là, c'est plutôt des données cliniques qui vont être notées dans les dossiers de patients. Donc, pour y accéder, pour voir comment est-ce qu'on répond à ces demandes d'accommodement-là, il faut y mettre les pieds. Il faut aller dans la salle d'urgence. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que la recherche a duré 2 ans. Donc, entre 2018 et 2020, c'était l'objet de mon premier postdoctorat, qui est terminé maintenant. Et donc, il y a 4 salles d'urgence qui ont été sélectionnées, donc une à Sherbrooke, 3 à Montréal. Il y a 50 participants qui ont été recrutés, donc 22 infirmières, 19 médecins, 9 intervenants. J'ai fait 45 entrevues semi-dirigées et près de 250 heures d'observation ethnographique. Donc, moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle une ethnographie juridique. Donc, l'ethnographie, c'est une méthode de collecte de données qui est surtout utilisée en sciences sociales
historiquement plutôt en anthropologie, mais on voit de plus en plus des juristes utiliser cette méthode-là pour aller collecter ce qui n'est pas répertorié, justement, pour aller voir la quotidienneté des normes en action. Donc, c'est ce qu'on appelle une étude des relations de régulation. Donc, une relation de régulation, c'est une relation interpersonnelle qui est fortement normée. Donc, j'ai eu l'impression, et ça s'est confirmé, qu'une relation entre un médecin et un patient, il y a énormément de normes qui encadrent, donc des normes juridiques, mais aussi des normes cliniques, des normes pratiques. Donc, c'est un hôpital est un laboratoire d'internormativité très, très intéressant. Donc, je me suis demandé comment est-ce que dans la quotidienneté d'une salle d'urgence, on répond à des demandes d'accommodement. Il y a une proximité physique aussi, là, je tiens à le mentionner, qui s'est développée avec les participants. Donc, pour mon aparté méthodologie, pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'un chercheur peut réussir Ouais, pas de à problème. avoir les autorisations pour rentrer dans une salle d'urgence. Donc, j'ai utilisé ce qu'on appelle un jumelage ethnographique, ou en anglais, on appelle ça du shadowing. Donc, j'étais jumelé avec une personne à la fois, donc soit un médecin ou une infirmière, et pendant un quart de travail, soit une journée. Il y a des soirs et des nuits aussi qui ont été réalisés en termes de quart de travail. Donc, pendant 8 heures, donc, je suis la personne. Donc, c'est un peu mon passeport. Donc, en étant collé avec cette personne-là, je peux la suivre dans toutes les sections de la salle d'urgence. J'ai eu le privilège d'avoir accès à l'ensemble des espaces d'une salle d'urgence, que ce soit le triage, la salle de réanimation, les salles d'observation. Donc, l'ensemble des espaces ont pu être observés. Quelques mots sur l'espace pour celles et ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle d'urgence ou ceux qui l'ont mis, mais qui étaient en état de vulnérabilité. Il n'y avait peut-être pas le recul pour observer de manière plus synthétique. Ce n'est pas une vraie image, donc c'est une mise en scène là, que j'ai trouvée sur une banque de photos en ligne. Mais l'idée, c'est de voir qu'il y a un poste de travail qui se situe en face des civières. Donc, les civières, c'est des espaces ouverts. Pourquoi est-ce que je parle de l'espace? Parce que l'espace est très important dans la contrainte excessive, dans la façon dont on va répondre à une demande d'accommodement pour motif religieux. Vous voyez, en haut, il y a les numéros qui correspondent aux espaces ou aux civières. Donc, on voit en face de nous ce qui a l'air d'être une jeune patiente, donc avec un appareil autour. Donc, elle a l'air d'être ce qu'on appelle monitorée, c'est-à-dire qu'il y a un appareil qui prend en note les signes vitaux comme la respiration, le rythme cardiaque. Et entre le poste de travail et les civières, il y a un petit corridor où on voit qu'il y a quelqu'un qui passe, là. Donc, ça correspond à peu près imparfaitement à une salle d'observation dans une salle d'urgence. Donc, les premiers cas que j'aimerais vous présenter, j'en ai quelques-uns qui illustrent comment est-ce qu'on répond à une demande d'accommodement. Donc, le premier cas, c'est ce que j'ai appelé le petit Jésus. Donc, c'est une dame de 80 ans qui est très croyante, qui est là en observation, qui est en attente d'avoir une opération pour monter, ce qu'on appelle monter aux étages. Donc, l'engorgement aux urgences est en grande partie dû au fait que les patients attendent d'avoir une place pour aller en haut dans les étages. Et donc, elle voulait garder, j'ai mis l'image à droite, donc elle voulait avoir son objet religieux. Donc, quand on regarde la jurisprudence sur la liberté de religion, donc la manifestation de la liberté de conscience et de religion peut impliquer d'avoir un objet religieux avec soi. Donc là, moi, j'ai pris cette occasion-là pour demander à l'équipe, est-ce que ça pose problème? Est-ce qu'il y a des enjeux de stérilisation? Est-ce que la madame qui le tenait, qui parlait, qui voulait vraiment garder son cadre avec son Jésus? Pour l'équipe, ça ne pose pas problème de le garder à l'urgence. Par contre, lorsqu'elle va se diriger dans la salle d'opération, elle devra le laisser à l'extérieur de la salle. Donc ça a été une occasion, en fait, pour moi d'étudier l'espace de l'urgence comme un espace qui est non stérile. Donc, on a vu dans certains réseaux de la santé qui ont autorisé, par exemple, des chiens d'assistance à rentrer dans la salle d'urgence au nom d'un accommodement raisonnable. Donc là, dans ce cas-là, ce n'était pas un accommodement pour motif religieux, c'était pour le motif de l'utilisation d'un moyen pour pallier un handicap. Mais la salle d'urgence n'est pas, contrairement à un bloc opératoire, par exemple,
un espace stérile. Donc, on peut avoir des objets avec nous. Peut-être que ça a changé depuis la COVID. Le docteur Gaucher pourra peut-être nous corriger là-dessus. Le deuxième cas, c'est la prière musulmane, donc qui illustre vraiment la contrainte excessive qui est l'espace. Donc, dans ce cas-ci, c'était un frère qui accompagnait un patient qui a demandé à l'équipe s'il pouvait prier. Donc, il pouvait installer un tapis dans le corridor en face, comme on a vu dans l'image précédente, pour prier dans la salle d'urgence. Donc, dans ce cas-ci, ça a été refusé. Donc, ça a été une demande qui a été refusée parce que l'espace n'était pas disponible. Donc, il n'y avait pas assez de place. On a besoin de circuler dans le corridor pour des raisons de sécurité, à la fois les patients, l'équipe. Donc, ça, c'est une demande qui a été refusée. Par contre, elle peut être acceptée dans d'autres espaces de la salle d'urgence et elle pourrait être éventuellement acceptée dans une urgence où l'espace est plus grand. Mais ce n'est pas ce que j'ai constaté. Autre espace que j'aimerais vous présenter, donc ça correspond à une salle de réanimation. Donc, je vais vous présenter par la suite un cas d'une demande d'accommodement pour motif religieux qui a été fait dans le cadre d'un espace comme la salle de réanimation. C'est aussi une image qui vient d'une banque de photos en ligne là, qui est un peu imparfaite, certainement. Mais on voit en fait qu'une personne qui est couchée, donc on a des appareils autour. C'est quand même assez haut, généralement, le plafond. On a plusieurs personnes autour. Donc, ça correspond à une salle de ce qu'on appelle une salle de réanimation ou une aire de choc là, dans le langage plus officiel. Généralement, c'est les patients les plus instables qui sont transportés dans cette salle-là. Où l'espace peut varier vraiment d'une salle d'urgence à l'autre. Dans les 4 salles d'urgence à l'étude, il y a des salles de réanimation qui sont beaucoup plus grandes que d'autres, ce qui fait qu'on peut accepter qu'une personne qui accompagne va prier dans le coin de la salle, alors qu'une autre personne, dans une autre salle, ce ne sera pas forcément le cas. C'est justement ce cas-là, donc la prière catholique. Donc ça a été une demande pour prier dans la salle de réanimation qui a été acceptée. Donc ça a été possible de le faire. Donc, on a accepté qu'une personne qui accompagne une personne malade puisse prier dans une salle de réanimation. Par contre, lorsque la personne qui a demandé de prier pour prier, donc on lui a accepté qu'elle puisse prier, mais elle a demandé que l'ensemble de l'équipe se retire parce qu'elle voulait prier seule avec sa sœur. Donc ça a été refusé. Parce que l'équipe a besoin de faire des va-et-vient dans la salle de réanimation pour notamment vérifier l'état de santé de la patiente qui a été stabilisée, mais qui attendait d'être déplacée éventuellement dans le reste de l'hôpital. Donc ça aussi, c'est un autre indice qu'on est vraiment dans une façon très pragmatique de répondre, d'encadrer les droits constitutionnels. Les rituels de fin de vie aussi, donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans le cadre d'une salle d'urgence. Donc, j'ai besoin d'un drap. Donc, ça, c'était une mère qui accompagnait, qui a été appelée en urgence, où son fils a eu un accident de voiture et son fils est malheureusement décédé dans la salle d'urgence. Et donc, c'était une famille musulmane. Donc, elle voulait procéder à un rituel de fin de vie. Donc, elle voulait attacher les pieds, les bras, attacher la tête également de son fils. Et elle a demandé j'ai besoin d'un drap. Donc, elle voulait avoir des draps et une paire de ciseaux. Donc, elle a découpé le drap pour pouvoir faire son rituel religieux. Ça a été accepté. On lui a donné le drap, on lui a donné la paire de ciseaux également. Donc, ça, c'est quand même intéressant de voir qu'on va assez loin, c'est-à-dire qu'on a une utilisation non conventionnelle du matériel. Donc, c'est une utilisation non conventionnelle du bien public, d'une certaine manière, mais pour répondre à ce besoin-là, même si on a peu le temps dans une salle d'urgence, mais on a quand même pris le temps, dans ce cas-là, d'accommoder pour ce rituel de fin de vie. Le cas numéro 5, là, ça, c'est un cas où l'accommodement a été plus difficile à accepter. Donc, ça, c'est une famille hindoue. Donc, c'est l'aîné qui est décédé dans la salle d'urgence et la famille voulait faire 2 choses. Donc, elle voulait brûler le corps sur place et ensuite, elle voulait également ne pas déplacer le corps. En fait, elle voulait d'abord ne pas déplacer le corps pendant 8 heures. Donc, il voulait rester au même endroit et ensuite, c'est l'aîné qui restait de la famille qui brûlait le corps.
Bien sûr, ça n'a pas été accepté en termes d'incinération sur place, donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ils se sont quand même demandé, j'ai fait par la suite des entrevues, ils se sont quand même posé la question s'ils pouvaient le faire, mais ça n'a pas été possible de répondre à ça. Par contre, ils ont eu un défi parce qu'ils avaient demandé de ne pas déplacer le corps pendant plusieurs heures. Donc ça a posé un défi important, encore une fois avec la contrainte de l'espace, parce qu'il y a une pression qui est exercée dans une salle d'urgence. Habituellement, en tout cas, ceux que moi j'ai vus, peut-être que le Dr Gaucher pourra corriger, mais ceux à qui j'ai parlé, c'est 1 heure ou 2 maximum après le décès où le corps va rester dans la salle d'urgence. On doit le déplacer assez rapidement. Parfois, il y a une salle démédicalisée qui est utilisée pour ça. Donc là, ils se sont demandé avec la famille comment est-ce qu'on pouvait respecter cette demande-là, en fait, de ne pas déplacer le corps parce qu'on doit libérer la chambre. Donc là, ils ont discuté, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient déplacer le lit. Ça a été accepté par la famille, déplacer le lit sans déplacer le corps. Donc, pour ceux qui sont familiers plutôt avec les lits d'hôpital, il y a des manivelles où on peut déplacer le lit. Donc, le lit a été déplacé dans une autre salle pour libérer la chambre. Et par la suite, toute l'équipe à l'hôpital ont organisé, donc appelé une ambulance, ont tout organisé un déplacement du corps vers un endroit où ils pouvaient faire l'incinération où l'aîné de la famille a appuyé sur le bouton. Donc, ça a été fait dans la ville à proximité de la salle d'urgence. Donc, ils ont quand même mobilisé des ressources, ils ont mobilisé du temps, de l'énergie pour répondre à cette demande-là de rituel de fin de vie. Les interdits religieux, donc ça aussi, c'est des cas qui arrivent quand même assez régulièrement dans les salles d'urgence où l'étude a été réalisée. Notamment avec des patients qui sont juifs assidiques ou des patients ou des parents qui ont des enfants où c'est l'enfant qui est le patient, mais c'est des juifs assidiques. Donc, la particularité, c'est surtout lorsqu'ils se présentent ou ils visitent la salle d'urgence le vendredi soir et le samedi, là où il y a des interdits religieux pour les Juifs et qui sont scrupuleusement respectés par beaucoup de Juifs assidiques. Donc, le premier, c'est l'interdiction d'échanger, l'interdiction du droit d'échanger, même parfois d'échanger, de donner la carte d'assurance maladie. Déjà, juste ça, c'est un geste qui n'est pas fait par certains patients ou par certains parents de patients. Donc, ça pose quand même un défi parce que lorsqu'on arrive à la salle d'urgence, généralement, on rencontre une agente administrative pour s'inscrire, où là, on signe un document de consentement général aux soins. Donc, on sait juridiquement qu'on n'a pas forcément besoin de le signer, mais il y a quand même une facilité dans l'organisation des soins d'urgence du fait de signer ce document-là. Donc, pour avoir parlé avec les agentes administratives et l'assistante infirmière-chef d'une des salles d'urgence, où ils ont l'habitude de recevoir des patients juifs assidiques le vendredi soir, il y a un système informel de consignement du consentement verbal qui s'est mis en place, qui n'est absolument pas répertorié nulle part. Et j'étais sur place lorsqu'il y avait une nouvelle agente administrative où on lui, en fait, l'enseignait ce système informel-là. Donc, on lui disait en bas de la page, ici, il y a un carré marqué commentaire, là, tu marques fête juive. Tu appelles la personne qui est en position de coordination de l'hôpital, elle va descendre à l'urgence avec une infirmière. Vous prenez en note le consentement verbal et on va le consigner de cette manière-là. Donc, pour celles et ceux qui sont familiers avec le pluralisme juridique, donc ça, c'était vraiment du pluralisme juridique en action. C'est vraiment très, très intéressant de voir comment est-ce qu'on s'organise pour respecter les normes religieuses qui viennent rentrer en interaction avec des normes juridiques. Autre cas aussi, dans le cas des Juifs assidiques où on se présente le vendredi soir et le médecin est prêt à donner le congé avec la famille. Donc, l'enfant, habituellement, on se dit, bon, ils vont aller acheter les médicaments pour, dans ce cas-ci, c'est un fils. Qui va avoir besoin de médication. Sauf que là, le médecin se dit, je suis avec des personnes qui sont juifs assidiques, est-ce qu'ils vont vraiment aller acheter à la pharmacie le médicament ou ils vont attendre au dimanche? Donc, dans certains cas, le médecin va décider de garder
l'enfant à l'hôpital pour donner la médication. Donc, il va utiliser une chambre dans la salle d'urgence qui, normalement, ne serait pas utilisée parce qu'on aurait donné le congé. Mais là, par crainte, étant donné que le médecin sait qu'il y a un interdit religieux, donc il se dit, est-ce que la famille va vraiment aller acheter le médicament? Donc, au lieu de ça, on va donner la médication, on va le garder à l'hôpital. Le dernier cas, donc je veux un repas cachère. Donc, ça aussi, c'était dans une salle d'urgence où on avait un patient juif également qui a demandé son repas cachère. Donc, normalement, pour celles et ceux qui ont eu l'expérience, donc quand on est patient dans une salle d'urgence, ce n'est pas normalement très longtemps qu'on devrait y être. Donc, du moins, les normes en place nous disent que c'est 48 heures maximum qu'on est autorisé à être patient dans une salle d'urgence, après quoi le gestionnaire a un mauvais dossier de gestionnaire d'une certaine manière. Là. Donc, c'est 48 heures maximum. Donc, dans ce cas-ci, il a passé plus d'une journée, le patient, et il a demandé « je veux avoir un repas caché ». Donc, l'équipe lui a dit ben, « on n'en a pas ». Et par la suite, il a porté plainte et lorsque j'ai rencontré le commissaire local aux plaintes, le commissaire a donné raison au patient. Donc, il a reconnu ce droit constitutionnel d'avoir un repas cachère et désormais, l'hôpital en question a des aliments cachers qui sont disponibles à la suite de cette plainte-là. J'avance dans le temps parce que je vais juste finir sur ma discussion. Donc, à la suite des résultats, je propose de comprendre ces résultats-là sous la forme d'un modèle de gestion du pluralisme religieux qui est constitué de 3 fondements. Donc, ce n'est pas un modèle qui est complètement novateur, c'est quelque chose qui s'appuie sur ce qui est déjà présent, mais qui est très adapté aux situations d'urgence. Je pense que, je dois dire que moi, personnellement, en étant sur place, là, même si on est des chercheurs universitaires, même si on doit avoir une distance critique, etc., j'ai quand même été assez impressionné, là, je dois le dire, par le travail des infirmières et des médecins. Et je pense qu'ils ont une façon de répondre au pluralisme religieux qui pourrait nous intéresser dans d'autres contextes. Il y a 3 fondements. Donc, le premier, c'est la responsabilité de bien soigner. Donc, en faisant les entrevues avec les infirmières et les médecins, ce n'est pas pour des raisons politiques ou ce n'est pas pour des raisons de tolérance ou de reconnaissance qu'on va accommoder, contrairement à ce qu'on voit beaucoup dans les différentes philosophies politiques qui soutiennent ou qui défendent ou qui sont au contraire critiques du droit à l'accommodement raisonnable. Le droit à l'égalité s'incarne vraiment dans le prendre soin. Donc, prendre soin, c'est un engagement moral envers une personne vulnérable. Donc, que cette personne-là soit de telle ou telle religion, qu'elle vienne de tel ou tel pays. Donc, c'est un engagement moral envers la vulnérabilité. Donc, il y a une très grande ouverture à accommoder. Je pourrais en reparler dans la période de discussion, même on va accommoder plus loin que ce que le droit nous l'autorise. Donc, il va y avoir des accommodements qui vont être illégaux d'une certaine manière, mais on va aller très loin dans l'accommodement pour prendre soin parce qu'on reconnaît cette vulnérabilité-là. Le deuxième pilier de ce que j'ai appelé l'harmonisation pratique des différences, c'est le pragmatisme. Donc, ce sont des personnes qui sont très pragmatiques. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une contrainte physique qui m'empêche d'accommoder? Sinon, je le fais. Est-ce qu'il y a une contrainte matérielle? Sinon, je le fais. Est-ce qu'il y a une contrainte humaine? Bien, sinon, je le fais. Donc, c'est vraiment une réponse très pragmatique qui va permettre de répondre à des demandes d'accommodement. La contrainte humaine devient de plus en plus présente par la pénurie. Donc, pour avoir repris contact avec les équipes des 4 salles d'urgence, il y a malheureusement beaucoup d'infirmières qui ont quitté les salles d'urgence depuis 1 an et demi. Donc, il y a une pression également qui peut impacter les droits constitutionnels. Le troisième, c'est la personnalisation des valeurs. C'est-à-dire que pour beaucoup d'infirmières et de médecins, lorsqu'ils rentrent dans la chambre du patient, ils ne vont pas interagir avec un groupe, ils vont interagir avec une personne ou avec une famille à la fois. Donc, c'est sûr que tout le langage sur la diversité est un peu moins présent. C'est plutôt un langage sur les valeurs. Donc, il y a un aspect très universel, c'est-à-dire qu'on va rechercher l'universel dans le particulier.
Donc, l'objectif, c'est d'essayer de trouver un but en commun. Donc, le but en commun, c'est de guérir ou de s'adresser à la maladie, d'attaquer la maladie, de répondre à cette demande de soins-là. Et donc, en s'adressant à la personne et non à la communauté, ce que moi j'ai découvert, c'est des équipes qui sont capables de passer par-dessus des montagnes de différences, même avec des personnes qui partagent des valeurs très différentes. Dans la vaste majorité des cas, il y a vraiment un vivre ensemble au quotidien qui est quand même possible parce qu'il y a ce but-là en commun qui est recherché, qui est en lien avec une démarche de soins. Et je vais m'arrêter maintenant parce qu'il est déjà rendu midi 15, pour laisser la parole à Dr. Gaucher, à Nathalie, pour la suite. Donc, merci pour l'invitation ce midi. Puis en fait, merci de venir travailler avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir travailler avec toi, je dis nous, parce que je sais que c'est un sentiment partagé par plusieurs personnes. Est-ce que vous voyez la diapo de titre? C'est parfait. On voit très bien. Super. Effectivement, je vais parler un petit peu d'enseignement de pluralisme des valeurs en médecine parce que c'est ce que je faisais avant que je rencontre Bertrand, en fait. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. Mais je vais faire le bond sur quelques-unes des choses que Bertrand a dit déjà parce qu'il m'a lancé des questions en cours de route. Puis je pense que ça permet aussi de mettre mieux la table pour la suite. Comme toute bonne médecin, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Puis, je vais vous présenter quelques images qui, en fait, me sont prêtées par une collègue, Dr. Larose, qui est aussi juriste de formation, donc le monde est petit aujourd'hui, selon moi, là, mais qui fait un superbe travail documentaire dans notre salle d'urgence, puis qui va permettre d'illustrer un peu les propos dont je vais vous faire part pour la première partie de mon retour rapide. Puis, je vous mets une photo de cette très jolie jeune enfant pour dire que j'ai un biais dans ce que je fais dans mon travail, c'est que je suis pédiatre. Fait que quand Bertrand parle de chercher des valeurs communes ou le sens commun, le prendre soin, j'ai l'avantage de toujours pouvoir se tourner auprès des parents et dire prenons soin de votre enfant. T'sais, on a toujours ce but commun-là de la part de la posture des parents qui viennent s'occuper de leurs enfants dans ma salle d'urgence. Et donc, c'est sûr que mon vécu est teinté par ce beau biais-là, parce que je trouve que c'est au cœur de ce que je fais et je l'adore. C'était intéressant d'écouter Bertrand parce qu'il parlait de temps, puis il parlait de manque de temps ou de prendre le temps. Puis effectivement, là, je vais juste commencer par faire un retour là-dessus. C'est sûr que je pense que beaucoup de ce qu'on fait est moins dans la quantité du temps, mais dans la façon que c'est fait. Puis le temps, en fait, est quelque chose qu'on peut moduler. Des fois, ça prend beaucoup de temps faire quelque chose de très simple et des fois, ça prend très peu de temps faire quelque chose qu'on peut imaginer comme très complexe. Je pense que beaucoup de ce qu'on fait est dans ces postures d'écoute, d'ouverture, de chercher les ponts comme il a commencé à le décrire. Puis je trouve que justement, ces images reflètent ça. Fait que là, c'est le bon vieux temps où on n'était pas masqués, où on n'était pas blousés, puis on était tous collés ensemble autour de nos plus petits ou plus grands patients. Donc, comme montrait Bertrand tout à l'heure, donc ici, on a un chariot qu'on appelle chariot de code qui, en fait, n'est pas utilisé pour la salle d'urgence, mais que les équipes de code vont utiliser pour aller courir dans l'hôpital en cas de code bleu ou en cas de besoin de réanimation dans l'hôpital. Donc, mais ça illustre un petit peu le genre d'équipement qu'on trouve ici. C'est une image de notre salle de réanimation avec l'ensemble des personnels qui sont là, infirmières, inhalothérapeutes et médecins. Puis, je pense qu'une des choses qui est très importante, qui permet aussi de faire beaucoup des choses qu'on faisait, pas de temps, prendre le temps des fois et le faire bien, c'est l'important sentiment de travail d'équipe et de collégialité qui fait partie du travail quotidien des salles d'urgence, qui sont des milieux souvent comme décrits dans d'autres études comme non hiérarchiques et d'échange et de travail d'équipe qui sont vraiment des valeurs, en fait, qui sont des valeurs phares du travail de l'urgence en général, pas juste de la mienne. Je réfléchis, il y avait autre chose, puis je ne me souviens plus c'était quoi l'autre chose que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Ah oui, je voulais dire aussi, l'autre chose que je voulais dire était que ça a été super intéressant, en fait, d'avoir le reflet extérieur que Bertrand communique, en fait, depuis qu'il fait ses recherches là, sur les salles d'urgence, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on
fait de façon des fois presque instinctive, mais instinctive dans une formation instinctive, dans un milieu instinctif, dans une histoire, là, donc des choses qu'on apprend par nos pairs et souvent de façon informelle. De prendre le temps de le documenter permet aussi de mettre les mots sur les choses, d'identifier les enjeux, puis je pense que ça nous permet souvent en fait probablement de mieux parler des réalités qu'on vit. Et donc ce genre de regard-là extérieur à une pratique qui est presque qui est dur des fois à décrire quand on en fait partie soi-même et un atout vraiment très apprécié, pas seulement par moi, là, mais par d'autres que je connais dans mes équipes. La dernière année et demie a amené effectivement son lot de changements. Fait que ça, c'est la même salle de réanimation sur la droite que la dernière photo que vous avez vue. J'ai de la misère à le croire moi-même quand je le regarde. La photo de gauche, en fait, montre une situation de simulation. Donc, il y a eu beaucoup d'apprentissages qui ont eu à être faits dans la dernière année et demie pour savoir comment utiliser l'ensemble de ces équipements. On a encore ici l'équipe interdisciplinaire avec inhalothérapeute, infirmière, médecin, mais qu'on ne peut plus différencier. Il n'y a plus les couleurs, il n'y a plus les visages même pour essayer de savoir la différence. Mais moi, je reconnais leurs yeux. Là. Je les connais, toutes ces personnes-là, puis à travers leurs yeux, je les reconnais. La photo de droite est une photo réelle d'un patient en salle de réanimation qui était grièvement malade, puis qui est pris, je ne sais pas si vous voyez, là, à travers une vitre, parce qu'effectivement, notre photographe ne peut plus rentrer dans la salle prendre des photos. Ça, ce n'est plus une option. Donc, tout est à travers un filtre, même la photo. Donc, la même salle à un temps différent. C'est sûr que ce genre d'environnement-là ont créé beaucoup de difficultés pour justement ces enjeux de collégialité, travail d'équipe, quand la distance était mise, quand la distance avec les patients, avec les parents, je ne sais pas si vous voyez, là, mais c'est plus difficile d'entrer les parents, c'était difficile de rentrer les parents, il fallait voir les patients des fois d'un autre côté ou à travers une caméra pendant un certain temps. Donc, toute cette proximité dont Bertrand nous fait part, toute cette posture d'ouverture de rejoindre les autres a été quand même confrontée à la notion de distance quand la protection des fois, devait primer dans ce contexte de responsabilité de soigner. Fait que ça a été assez confrontant comme année. Je suis très heureuse de vous dire que ça ressemble de moins en moins à ça avec la vaccination, avec les connaissances qu'on a sur la COVID chez les enfants, qui ne sont pas très contagieux. On commence à être plus souple et retrouver nos milieux moins aseptiques et plus conviviaux. Puis on voit que, comme je disais tout à l'heure, quand même, malgré les distances, malgré tous ces habits-là, il y a quand même beaucoup qui peut être fait à travers le regard. Puis je pense que ça fait partie des choses, des outils qui restent, là, puis qui ne sont pas juste un outil, là, mais d'une façon d'être qui perdure dans le temps. Ici, ce sont tous des médecins collègues là, que je vous montre. C'est tous des gens qui ont donné leur consentement, qui n'auraient jamais été habillés comme ça avant 2020, mais qui sont tous habillés comme ça depuis 2020. Mais qui montre aussi, donc, justement, un peu comme l'idée du temps, on en fait ce qu'on veut, mais avec le regard ou avec l'approche, on fait ce qu'on veut aussi. Fait que je pense que beaucoup est dans la posture. Puis enfin, mais je souligne aussi que, comme je disais, on est un milieu d'apprenants. Ici, ce sont 3 enseignés là, qui sont dans notre salle d'urgence avec un ensemble de documents qui font partie de la pédagogie du milieu. Et donc, comme je disais, beaucoup de l'enseignement qu'on fait, et c'est de ça que je vais parler par la suite, est dur des fois, est dur à nommer dans les choses qui relèvent moins de la connaissance scientifique ou moins de la démarche scientifique et qui relèvent plus du savoir-être, qui on est et comment justement faire des liens. Donc, justement, des personnes comme Bertrand qui font des ponts pour nous, qui nous aident à nommer les choses avec des outils différents, à toute sa place dans ce genre de questionnement-là. Donc, pour la deuxième petite partie de ce que je vais présenter, je vais vous parler en fait de la notion de pluralisme culturel à pluralisme des valeurs. C'est un peu comme ça que ça a été pensé en médecine au cours des derniers 10, 15, 20 ans. En médecine, on aime les compétences. On veut des médecins compétents. Puis je pense que ce serait dur de dire le contraire, de ne pas vouloir de médecins compétents pour s'occuper des patients. Les compétences, on les aime parce que, selon nous, c'est des choses comme des connaissances, des attitudes, des comportements et des habiletés qui peuvent être enseignées. Mais encore une fois, quand on s'intéresse à des choses un petit peu qui relèvent moins effectivement des connaissances pures et dures, mais qui relèvent justement des habiletés, des comportements et des attitudes, comment enseigner ça, ce n'est pas toujours évident. Une des choses qui était beaucoup mise de l'avant, mais qui commence à tomber en défaveur, mais je le nomme parce que je pense qu'il en reste encore un peu de ça dans qui on est ou dans les milieux de soins, c'est la notion de compétence culturelle qui était définie
comme l'habileté des systèmes de prodiguer des soins à des patients avec des valeurs, croyances et comportements divers, tout en ajustant ces soins pour rencontrer les besoins socio-culturels et linguistiques des patients. Donc, il y a toute en fait, tout un bien fondé de permettre des systèmes agiles et qui puissent s'adapter. Et cette idée-là est quand même au cœur, je pense, encore de la façon de comprendre l'autre, avec un grand A, dans la rencontre de soins. Un des problèmes avec la notion, par contre, de compétence culturelle, est-ce que c'est rapidement traduite en une conception un peu plus statique de la culture et un peu essentialiste de la culture? Puis on parlait souvent de groupes ethnoculturels qui pouvaient partager certains traits vis-à-vis, surtout en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, la santé. Alors qu'on sait, puis je pense qu'on le sait dans plusieurs milieux, mais on le sait aussi en santé, que les cultures sont beaucoup plus flexibles et dynamiques que des groupes ethnoculturels définis puissent l'être en réalité. De plus en plus aussi dans le monde dans lequel on vit, où justement les différentes cultures vont entrer en contact entre elles et en interface avec les systèmes de santé et développer aussi même des relations avec les systèmes de santé. Et au niveau individuel, dans ces rencontres multiples qu'on peut avoir, souvent vont évoluer aussi les différentes cultures. Puis une chose dont on oublie de parler des fois, c'est la culture médicale. Donc, il y a la culture médicale, je pense qu'il est important de rappeler qu'elle existe, qu'il existe une culture, qu'elle reflète souvent, en fait, les cultures dominantes locales, avec un certain schème de valeurs, de croyances dominantes et une sous-représentation des minorités que je me permets de nommer, surtout quand je regardais les photos que je vous ai montrées. Je pense que c'est correct de le... En fait, ça reflétait cette diapo qui existait avant mes photos, là, je vais le dire comme ça. Ça a été longtemps étudié par beaucoup d'anthropologues de la médecine. Twyman Fox, depuis des années, nous parle de la culture de la biomédecine. Par contre, des fois, je pense que là aussi, on est un petit peu essentialiste dans la culture médicale. Puis ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'il y a probablement beaucoup plus de petites valeurs partagées selon des petits sous-groupes. Je pense que Bertrand, il vit ça maintenant quand il est allé dans d'autres places dans nos hôpitaux au Québec, dans d'autres départements, de voir que chaque département a un petit peu sa façon de concevoir aussi même de ce fameux prendre soin qui reflète des valeurs qui leur sont propres. Puis j'ai une petite étude que je vais vous montrer qui illustre un peu ça, puis qui me concernait là, en tant qu'urgentiste pédiatre, où j'ai une étudiante, Dr Côté, qui a fait des entrevues auprès de 4 équipes différentes à l'urgence, aux soins intensifs, aux soins palliatifs et une équipe qui s'occupe des enfants avec maladies complexes chroniques, qui se posait la question de quel serait le rôle d'une salle d'urgence chez un enfant avec des besoins de soins palliatifs. Et elle a eu plein de retombées intéressantes, mais celle qui est pertinente à la question que je pose aujourd'hui, c'est que chaque petit groupe avait sa propre culture, sa propre façon de fonctionner, et ceci influençait souvent directement la façon de concevoir même du prendre soin de cet enfant en soins palliatifs et la façon de prioriser ce qui est important et la façon de voir comment s'occuper de cet enfant. Même au sein de 2 équipes qui s'occupent d'enfants avec une approche plus aiguë de soins comme l'urgence et les soins intensifs, souvent la pratique clinique quotidienne va être différente. L'urgence étant la porte à l'hôpital. Je vais arrêter 2 secondes. Dans la Ligue nationale. Je ne m'entends plus, je m'excuse. OK, c'est fait. L'urgence étant un peu la porte de l'hôpital où on fait plein de choses en même temps et on prend des décisions rapidement en intervention ponctuelle, alors que les soins intensifs, eux, même s'ils s'occupent d'enfants malades de façon aiguë, se voyaient beaucoup plus comme la dernière lignée du prendre soin, le potentiel de prodiguer des soins invasifs chez les patients qui ne sont pas nécessairement de leur équipe, là, qui sont suivis par d'autres équipes comme les soins complexes ou les soins palliatifs. Et ça se reflétait en des pratiques différentes. L'urgence se voyait comme devant prendre soin des symptômes, voir où va le patient après et communiquer avec les personnes qui connaissent mieux, alors que les soins intensifs voyaient beaucoup leur place dans l'équilibre entre prodiguer des soins intensifs qui peuvent des fois être inconfortables et prodiguer des soins qui maintiennent la vie. Donc, on voit que les priorités ensuite de ça changeaient. L'autre enjeu avec la compétence culturelle, et elle était beaucoup critiquée en fait, pas l'autre, il y en a plusieurs, là, mais entre autres, parmi les critiques que je vais vous présenter maintenant, je m'excuse, sont la notion de sécurité culturelle, sur laquelle je ne passerai pas trop de temps parce que je pense qu'elle mérite son chapitre en soi, qui passe beaucoup de temps à analyser la discrimination institutionnelle et les déséquilibres de pouvoir, particulièrement dans l'expérience autochtone. Puis je pense que c'est un chapitre en soi qui mérite sa propre réflexion.
Celle dont j'aimerais parler plus pour les dernières minutes là, de présentation, c'est la notion d'humilité culturelle, qui, je pense, rejoint en fait justement Bertrand sur plusieurs points, qui est l'idée de développer des postures de respect et d'ouverture à travers la pratique réflexive et de reconnaître comme l'autre personne unique et qu'on ne la connaisse pas nécessairement. Comment développer de l'humilité, comment développer de la pratique réflexive à, par exemple, une gang d'urgentologues, c'est pas nécessairement super évident à prime abord, mais un des meilleurs outils qu'on utilise, je crois, est la narrativité. La narrativité a pour objectif de comprendre la diversité des éléments moraux de la vie et de s'intéresser justement aux particuliers plutôt qu'au général. Et donc, on rejoint un petit peu ce que disait Bertrand, où on s'intéresse à la personne devant nous et non son groupe religieux ou son groupe ethnique ou son groupe culturel. L'histoire, selon nous, permet de mieux comprendre un peu qui sont ces personnes qu'on rencontre, le vécu particulier des gens, de comprendre leur situation. Et bien, le but étant effectivement de réconcilier les perspectives et créer des liens. Donc, de trouver, comme il disait, les valeurs communes, les points communs dans un contexte où on peut être des personnes très différentes. Sayantani Dasgupta est une pédiatre qui travaille beaucoup la narrativité que j'admire beaucoup. Puis elle dit justement quand on dit qu'on parle d'autres personnes, bien à ce moment-là, on parle de mots qui font écho à la distance et à la différence, alors que l'humilité narrative, elle, oblige la personne, à la place de parler des autres, de se regarder elle-même et de se forcer à se mettre dans une posture d'écoute, d'ouverture et d'accueil de l'inconnu. Ce qu'elle dit, c'est c'est dur à traduire, là, mais je vais le dire en anglais, puis je vais le commenter après, mais we cannot ever claim to comprehend the totality of another's story. Donc, on ne peut jamais vraiment prétendre connaître l'entièreté de l'histoire de quelqu'un d'autre, which is only ever an approximation for the totality of another's self, qui est toujours cette histoire, plutôt une approximation même déjà de qui est cette autre personne dans son entièreté. Fait que ça peut sembler colossal comme tâche d'essayer d'enseigner cette humilité envers l'autre, mais une des façons je pense qu'on réussit à commencer à creuser ça, puis je pense que les travaux de Bertrand vont nous aider à continuer à travailler ces notions-là, c'est en fait à travers les histoires. Donc, on utilise par exemple un film qui est La Mère intérieure. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande sans fin, dans lequel un homme, c'est basé sur une histoire réelle et dans lequel un homme atteint de quadriparésie en Espagne demande l'aide médicale à mourir. Et c'est l'histoire de sa démarche, mais surtout, ça montre en fait la multiplicité des points de vue de gens qui sont tous très proches de cette personne-là, au sein d'une même famille, dans une même maison, sous un même toit. Les vécus des personnes sont très différents et leur compréhension de ce qu'ils vivent et leur façon de le voir aussi sont très différentes. Donc, on n'est plus dans les autres, on est au sein d'une même famille, puis le rôle de chaque personne porte aussi leur façon de voir. Puis on a une étudiante à la maîtrise, Karine Boucher, qui a regardé un petit peu comment les étudiants avaient reçu ce film-là, qu'est-ce que ça leur avait fait de passer à travers le film et ensuite aussi effectivement un atelier réflexif sur le film. Donc, auprès de 320 médecins résidents et 15 médecins formateurs, on voulait savoir si ce genre d'atelier-là pouvait contribuer à l'auto-réflexivité sur le pluralisme des valeurs. Ce qu'on voyait, c'est que avant ou après le film, et en fait avant et après l'atelier, les gens avaient vraiment des positions très différentes, variées par rapport. Donc, un quart avait changé d'une direction, un quart avait changé dans l'autre direction. Et ce n'était pas associé à aucun caractère démographique des gens. Donc, c'était vraiment plus, on pense, juste en réfléchissant à leur posture individuelle en lien avec l'aide à mourir. Puis quand on leur demandait les thèmes retenus, mais on voit qu'effectivement, on tournait beaucoup justement autour de la notion de valeur, autour de la notion de posture d'ouverture, au niveau de la notion de relation et de personnalisation, qui sont justement les éléments qu'on essayait d'amener pour les amener à des fois avoir leur propre valeur, mais aussi savoir faire des liens avec l'autre. Donc, effectivement, comme je disais, l'important dans le contexte d'une pratique réflexive, c'est quand même aussi de connaître ses valeurs. Puis ça, Bertrand, je pense que ça vaut la peine qu'il revienne là-dessus un peu, de savoir connaître ses limites aussi, parce qu'effectivement, comme il disait, des fois, on est capable d'étirer l'élastique longtemps avant de reconnaître que finalement, il est important aussi d'avoir des limites qui pourraient être cohérents avec aussi quelque chose qui est important pour soi-même. Où se trouve sa frontière n'est pas toujours facile. Le contexte de l'urgence est particulier parce qu'effectivement, souvent, on va étirer l'élastique en attendant que la personne aille vers quelque part d'autre. Il y a une fin souvent à l'épisode de soins, mais dans des départements où ça va longtemps, cet élastique-là peut devenir vraiment important.
Puis le but est vraiment de continuer à chercher des solutions dans l'ouverture, l'écoute et la recherche de points communs. Fait que moi, j'arrête ici. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Là.